Enfin, non, de toute façon, on va. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'espace François Mitterrand, bienvenue à vous, quelles que soient vos convictions religieuses, philosophiques ou politiques, bienvenue à ceux qui croient au ciel, bienvenue à ceux qui n'y croient pas. Je vais faire l'appel. Bruno Toussaint, Brigitte Henry, elle n'est pas encore parmi nous, mais elle va nous rejoindre. Jean-Marie Vandercher, Dominique Chauveau a donné procuration à Caroline Mattioni, Patrick Zanquetta, Boris Sec, Mustapha Guglu, Colette Dauphin, Jean-François Bruel, Marie-Claude Ancel, Roselyne Froment, Jean-Joël Piton, Michelina Salzman, Françoise Legrand, Patrick Vauriot, Claude Kiner, Edith Augusto de Sa, Gina Filogogno, Alex Comadina, Myriam Paquet, Issam Benouada, Caroline Mattioni, Nicolas Balland, Bartek Jurek, Nicolas Simon a donné procuration à Patrick Zanquetta, Hélène Vattier, Pierre Janel a donné procuration à Bruno Toussaint, Grégoire Gattel, je ne sais pas s'il est là, Adrien Gomis a donné procuration à Amélie Haine-Burger, Romain Gagné et Geoffrey Mouret. Présent. Je vous propose, mes chers collègues, que nous désignions Madame Vattier comme secrétaire de séance, si elle accepte. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Alors, suivant l'habitude que nous reprenons, le Conseil commence donc par un point d'information sur la situation financière et surtout sur l'exécution du budget que nous avons voté pour l'année 2020, fin 2019. Les dépenses réelles de fonctionnement, donc quand on compare d'un mois à l'autre, la situation arrêtée au 30 juin 2020 par rapport au 30 juin 2019, les dépenses réelles de fonctionnement donc affichent une baisse globale de 7%, qui est corrigée à 4,8% quand on en déduit évidemment les transferts à la communauté d'agglomération et aussi les questions de calendrier. Les dépenses réalisées pour lutter contre la pandémie représentent au 30 juin une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 56 000 €, soit 0,4%. Les économies réalisées grâce à la baisse d'activité ne compensent donc plus la hausse des dépenses qui va se poursuivre au cours des prochains mois. Après 2 mois de baisse drastique, les charges à caractère général repartent à la hausse en juin, sans toutefois atteindre leur niveau de 2019, qui avait été fortement impacté positivement par l'organisation du Tour de France, dont je vous rappelle qu'il s'était élancé il y a très exactement un an, de Saint-Dié-des-Vosges. Au 30 juin, ces charges à caractère général reculent de 5% avant le mandatement d'importantes dépenses engagées pour lutter contre le coronavirus. La paye de juin 2020 est inférieure de 65 000 € à celle de juin 2019. Après 6 mois d'exécution, la baisse des dépenses de personnel s'élève à 283 000 €, soit 4,5%. Hors transfert à l'agglomération, les charges de personnel seraient en baisse de 242 000 €, soit 3,9%, ce qui s'explique par le report de certains recrutements et la réduction des heures supplémentaires. Les autres charges de gestion courante affichent toujours une hausse significative, plus 10%, mais qui n'est due qu'au paiement anticipé des principales subventions, notamment au Centre communal d'action sociale et à la Caisse des écoles. Après correction du calendrier de versement, ces dépenses seraient stables à plus 0,1%,
avant une augmentation qui est attendue en fin d'exercice avec probablement une subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale, dont les finances ont évidemment été impactées par la baisse d'activité et le drame à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Charmes. Également, la couverture d'une partie du déficit du centre aqualudique en augmentation de près de 400 000 €. Globalement, 35,8 % des crédits de fonctionnement du budget principal ont été mandatés au 30 juin 2020, contre 37,6 % en 2019. Les recettes réelles de fonctionnement sont toujours en net recul par rapport à l'exercice précédent, moins 11 %, ce qui est dû essentiellement à la réduction de l'attribution de compensation en lien avec l'agglomération, qui représente 12 % de ces recettes réelles de fonctionnement. Les produits des services et du domaine ont été donc victimes du confinement. Ils sont en baisse de 13 %, mais ils devraient se stabiliser au cours du second semestre. Avec 342 000 € mandatés en juin, les dépenses pour travaux et équipements retrouvent un niveau proche de celui de l'an dernier. Elles restent néanmoins bien en deçà en cumulé, avec 1 316 000 € mandatés, soit 17,4 % des crédits inscrits, contre 34,5 % en 2019. Le niveau d'engagement, de son côté, atteint 29,1 %, avec les restes à réaliser 2019, et 11,2 % seulement hors report. C'est évidemment le décalage des travaux dû au confinement qui explique ce pourcentage qui est le plus faible depuis 2014. Au 30 juin 2020, le solde de trésorerie est largement positif à 3 034 000 € et il permet de poursuivre sereinement l'exécution du budget que nous avons voté, y compris le paiement des importantes dépenses liées à la crise sanitaire, sans recourir à des lignes de trésorerie. Deuxième point d'information, j'ai reçu un courrier de monsieur François Vanson, président du conseil départemental, ou plutôt, pour être exact, de madame Martine Gimilaro, vice-présidente du conseil départemental, déléguée notamment à l'action en appui au territoire et conseillère départementale du canton de Saint-Dié 1, dans lequel le conseil départemental nous informe que lors de la commission permanente du 15 juin 2020, une subvention de 970 200 € a été votée en faveur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de la convention 2020-2004 de son opération programmée de l'habitat et de renouvellement urbain. C'est donc une subvention importante qui est allouée par le conseil départemental pour venir soutenir le volet habitat du programme Action Cœur de Ville. Et je précise, puisque Madame la vice-présidente, vous avez souhaité que je fasse cette précision, je la fais. Je précise que cette subvention allouée à la ville de Saint-Dié-des-Vosges est supérieure à celle qui est allouée pour la ville d'Épinal, pour une opération publique d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine qui est également conduite à Épinal. Ceci en raison de l'engagement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui est plus important en financement aux côtés des propriétaires qui rénovent leur logement que celui de la ville d'Épinal. Comme la subvention du conseil départemental s'aligne sur l'effort qui est consenti par la commune qui sollicite, il est plus important pour Saint-Dié que pour Épinal. Et je tiens quand même à insister sur le fait que la ville de Saint-Dié, avec 10 000 habitants de moins, un peu plus de 10 000 habitants de moins, consacrera donc plus d'argent que la ville d'Épinal chaque année pour rénover les logements et les isoler dans le cadre de son opération publique d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine. Merci Madame la vice-présidente. Vous ferez l'expression du conseil municipal de la ville de Saint-Dié-des-Vosges auprès du président du conseil départemental. Merci du soutien que vous apportez à nos dossiers avec votre collègue Martine Gimilaro, notamment. Je le dis souvent, jamais la ville de Saint-Dié-des-Vosges n'a été autant appuyée par le conseil départemental que depuis 2015. Le premier point formellement à l'ordre du jour appelle l'adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 5 juin 2020. Y a-t-il des demandes de prise de parole à ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons dû décaler le conseil municipal. Et évidemment, je n'ai pas à m'en excuser puisque je n'ai pas choisi cette date. On avait prévu de se voir le 3 juillet et nous sommes le 10 juillet puisque c'est une date qui nous est imposée par le ministère de l'Intérieur, comme à chaque fois qu'il faut désigner les délégués aux élections sénatoriales. Je vous rappelle les modalités de cette élection.
Évidemment, elles sont différentes selon la taille des communes, et dans les communes de plus de 9 000 habitants, ce qui est évidemment notre cas, tous les conseillers municipaux sont délégués de plein droit, c'est-à-dire les 33 élus qui siègent autour de la table du conseil municipal de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Je rappelle aussi que cette participation aux élections sénatoriales est obligatoire pour les conseillers municipaux et que c'est l'un des rares cas dans lesquels les conseillers municipaux qui ne seraient pas en mesure d'assurer ce devoir et dont l'absence ne serait pas justifiée sont passibles d'une amende dont je crois me souvenir que le montant est relativement significatif. Pour autant, évidemment, il y a toujours des situations dans lesquelles des personnes travaillent, dans lesquelles elles peuvent évidemment être retenues pour raisons de santé impératives. Il importe, qui devront donc être justifiées impérativement par communication de ces attestations auprès du maire de la commune, c'est ce que précisent les textes. Pour autant, évidemment, pour parer à ces éventualités, nous vous proposons de désigner des suppléants pour l'élection des sénateurs. Et cette liste, évidemment, a été calculée au prorata des nombres d'élus autour de la table, puisqu'on est censé représenter le conseil municipal. Le calcul ne se fait donc pas en fonction du pourcentage des voix obtenues aux élections, mais bien en fonction du pourcentage des élus autour de la table du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle, sur les 9 délégués suppléants que nous pouvons élire, il a été proposé à un seul des deux groupes de l'opposition de désigner des suppléants, celui de la liste conduite par M. Gagné. Et donc, je pense que M. Mouret mettra un point d'honneur à être présent aux élections sénatoriales le 27 septembre et que le problème ne se posera pas. Donc, on vous propose la liste suivante. M. Maxime Boden, Mme Catherine Viry, M. Jacques Holman, Mme Solange Cunin, M. Olivier Caspary, M. Nicolas Rizaché, Mme Anne-Cécile Maurice, Mme Elisa Laurent Chavès et M. Patrick Duvig. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je fais une simple précision aussi. Madame Mattioni et moi-même sont, vous le savez, dans une situation où nous exerçons 2 mandats électifs. Je dis bien 2, puisque la présidence de l'agglomération n'est pas un mandat, mais une fonction, pour mémoire. Et donc, au titre de ces 2 mandats électifs, nous avons tous les deux 2 votes, 2 capacités de voter aux élections sénatoriales le 27 septembre prochain. Et nous devons déléguer cette expression du 2e vote en tant que conseillers municipaux à un autre élu. Donc, je ne voterai pas en tant que maire, mais en tant que conseiller régional à cette élection. Et Mme Mattioni ne votera pas en tant que conseillère municipale, mais en tant que conseillère départementale. Et Mme Mattioni a fait le choix de déléguer sa voix à Mme Marie-Josée Loudig et moi-même à Mme Jacqueline Thirion, qui est présente dans le public. Bien. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer. C'est un dimanche, je précise pour le public, les élections sénatoriales, donc c'est quand même un petit peu contraignant. Nous pouvons donc passer au vote sur la liste qui vous est proposée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal qui vous a été transmis et qui a été proposé, bien sûr, à tous les élus. Qui est pour l'essentiel identique à celui qui avait été adopté pour la mandature précédente, avec quelques petites corrections de forme qu'on avait laissées sans s'en rendre compte. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on avait intégré toutes les remarques qui nous avaient été faites à l'époque sur les petites corrections de forme par les anciens groupes d'opposition. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Monsieur Gagné. Merci, monsieur le maire. L'article 24, dans le chapitre 5, mentionne « Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées, donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique ». Un peu plus loin, ce même article mentionne « Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement ». Cet article parle bien des procès-verbaux et non pas des comptes rendus, qui sont bien 2 choses distinctes. Et vous m'avez d'ailleurs bien expliqué lors du dernier conseil municipal que nos débats, même sous forme synthétique, n'apparaissent pas dans le compte rendu.
Or, monsieur le maire, nous votons l'adoption du compte-rendu, mais pas le procès-verbal. Y a-t-il donc bien un procès-verbal de réaliser pour chaque conseil municipal, comme indiqué dans ce règlement intérieur, ou alors est-ce une nouveauté dans ce nouveau règlement intérieur que nous allons voter aujourd'hui? Dans tous les cas, est-ce que ce procès-verbal sera mis au vote à partir du prochain conseil municipal, comme l'indique cet article 24? Alors écoutez, c'est assez simple. En fait, un procès-verbal, sur le principe, il est plus synthétique qu'un compte-rendu. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut poser le sujet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a voté un document qui est un procès-verbal, juridiquement, puisque il y ressemble tout à fait à ce qu'on trouve dans tous les procès-verbaux, c'est-à-dire c'est un énoncé factuel qui ne retrace évidemment pas toutes les prises de parole. Ça ne se fait jamais dans aucune instance que je connais. Eh bien, à l'avenir, on changera tout simplement et on mettra adoption du procès-verbal, si vous le souhaitez, du conseil municipal pour les prochaines convocations. Je vous remercie de ce point de forme. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, monsieur Mouret. Merci, monsieur le maire. Je me posais une question par rapport aux motions. Quel est leur délai? Et surtout, pourquoi ne pas en avoir fait un article dans ce règlement? Parce que, bon, il n'y a pas de règle hein. Sur l'émotion, on aurait pu essayer de l'encadrer plus qu'on ne le fait. Jusqu'à présent, on a toujours considéré que il était, je dirais, de bonne pratique d'essayer de les proposer lors de la conférence des présidents. Il est néanmoins arrivé qu'ils ne soient pas proposés lors de la conférence des présidents par les groupes d'opposition ou par le groupe de la majorité. Donc, en général, quand il y a une motion, l'idéal, c'est que je dirais, les services de la séance, c'est-à-dire la direction générale des services de la commune, soient prévenus au moins 2 heures auparavant. C'est, je pense, pour des raisons de forme, hein, pour qu'on puisse examiner ensemble le document. Parce qu'il y a des cas dans lesquels certaines motions sont évidemment adoptées à l'unanimité, donc pour pouvoir prendre une position. Néanmoins, je pense que une motion qui serait distribuée sur table, y compris par des membres des groupes de l'opposition, ne me paraît pas de mauvaises règles. Donc, je pense qu'il faut être assez libéral en la matière. Donc, j'ai pas de. Les règles relèvent plus de la courtoisie que de la forme, je dirais. Voilà. Donc, s'il y a des motions distribuées en séance, elles seront distribuées en séance. J'en prendrai acte et on les examinera. On examinera une position. Madame Haine-Burger, vous vouliez prendre la parole, Madame la conseillère municipale? Oui, à propos du local qui sera mis à notre disposition, donc chapitre 6, page 12, il est annoncé qu'il serait disponible de 10 heures à 20 heures. Nous aimerions savoir s'il est possible d'élargir un peu ces horaires, étant donné que nous travaillons, voilà, et aussi nous assurer qu'il sera bien disponible tous les jours de la semaine. Écoutez, a priori, vous aurez une clé, mais pour le moment, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, on n'a pas identifié de pièces, puisqu'il y avait un local qui avait été mis à disposition des anciens groupes d'opposition auxquels ils avaient renoncé assez vite. Et donc, on doit retrouver un nouveau local. Et donc, la question assez simple, c'est de savoir comment il sera accessible de l'extérieur. S'il a une porte autonome qui lui permet de rentrer directement dans le bâtiment, c'est une chose. Mais s'il faut traverser un ensemble de locaux, dès lors, ceci serait placé sous votre responsabilité entière et intégrale pendant toute la durée. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pendant toute la durée de votre présence dans les locaux. Donc, voilà, je pense que c'est une mesure de prudence. Le cas échéant, on sera amené à peut-être à faire évoluer ces dispositions en fonction du type de local. Comme je vous l'ai dit, on vous fera une réponse vraisemblablement à la rentrée au plus tard en octobre, en fonction de la libération des locaux qui sont situés notamment au fond de la Cour de l'Europe pour pouvoir identifier un bureau. Même chose, je vous propose que on revoie, si nécessaire, cet article euh, au moment où le bureau aura été attribué, en fonction des caractéristiques de ce bureau, y compris sur les horaires, mais que pour le moment, puisqu'il n'y a pas de local, c'est pas forcément utile de faire évoluer les dispositions qui existaient jusqu'à présent. Disons que déjà, si c'est pas disponible le week-end, ça paraît un peu compliqué pour nous, mais voilà, c'était juste pour nous assurer de ne pas voter après un texte qui nous défavoriserait, quoi. J'ai pris l'engagement devant vous qu'on reverrait ça à l'automne en fonction des caractéristiques du local et je ne pense pas être connu dans cette ville. Quelques reproches qu'on me fasse pour ne pas tenir mes engagements. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote sur ce règlement intérieur. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité et on le toilettera, on fera un avenant si nécessaire, mais notamment sur les horaires à la rentrée. Le point suivant concerne la mise en place d'un îlot d'essence nouvelle en forêt communale de Saint-Dié-des-Vosges. Je donne la parole à monsieur Patrick Zanquetta, adjoint délégué aux travaux, aux fonciers et à la forêt. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Alors, il est donc proposé au conseil municipal le projet d'installation d'un îlot dans la parcelle forestière numéro 415. On va voir les plans pour situer la parcelle dans le massif de la Madeleine, enfin pas 415, 416, de la forêt communale. Ce projet s'inscrit dans une démarche initiée par l'ONF Grand Est de test de nouvelles essences en gestion. L'objectif de ce projet est de tester des essences nouvelles à vocation de production de bois d'œuvre, dans la perspective d'obtenir une meilleure résistance et une meilleure résilience au changement climatique. Les tests s'appuieront sur un réseau de 75 sites de 2 hectares répartis dans différents types de propriétés sur toute la région Grand Est. Ils devront permettre de tester à grande échelle une dizaine d'essences et provenances. Le choix de l'espèce à tester s'est appuyé sur les connaissances disponibles, à la fois dans les aires d'origine, dans les arboretums en France métropolitaine et auprès des institutionnels de la recherche. On vous présente là l'arbre. Donc, c'est un calocèdre. C'est un arbre qui peut atteindre 35 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. La caractéristique et usage du bois, c'est un bois très durable en extérieur, bonne qualité technique, utilisé en menuiserie extérieure et en charpente. Alors bien sûr, c'est un essai, on va planter ces arbres, mais je pense qu'il faudra attendre quelques années pour voir le résultat. C'est pour ça que c'est mis en participation avec l'ONF. Ce projet partenarial est porté par un groupe opérationnel dont l'ONF est chef de file. Ce groupe opérationnel rassemble le Centre régional de la propriété forestière, le Comité régional des communes forestières du Grand Est, la Société forestière royale de Belgique. Compte tenu de la diversité des propriétés concernées par le projet, le groupe opérationnel a choisi de confier la phase opérationnelle de mise en place des îlots à un opérateur unique. En tant que chef de file et expert technique reconnu, l'ONF est l'opérateur qui apparaît le mieux placé pour mettre en place ces îlots d'essence nouvelles. Ainsi, l'ONF assume seul la phase opérationnelle du projet et intervient à ce titre en qualité d'opérateur économique intervenant dans le secteur concurrentiel. La commune de Saint-Dié-des-Vosges, propriétaire forestier intéressé par les recherches permettant d'adapter les forêts au changement climatique, souhaite volontairement s'associer au projet partenariat et contribuer à l'effort collectif en accueillant puis en maintenant un îlot d'avenir dans sa forêt afin que soient menées des études et des suivis qui serviront à adapter la gestion forestière au changement climatique. Le coût de cette opération est supporté par l'ONF et la commune. Le montant total de plantation d'entretien est un montant de 18 892,50 €. L'ONF reversera à la commune 16 577,75 € et il restera à charge de la commune 2 314,75 €. Voilà, monsieur le maire, nous pouvons passer au vote. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Mouret, vous avez la parole, monsieur le conseiller municipal. Monsieur le maire, je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens, qu'il s'agit d'une réponse adaptée au changement climatique. C'est une manière de pérenniser la forêt, qui est une ressource financière pour nos communes. On sait que, par exemple, le bois scolyté perd jusqu'à 90% de sa valeur. Bien entendu, quand je parle de bois scolyté, je parle des résineux et plus particulièrement des sapins. Mais j'aimerais aussi aborder un autre sujet, qui sont nos chênes, qui sont
non pas touchés par les scolites, mais par les chenilles processionnaires qui les mettent en péril. Donc je me demandais, monsieur le maire, si nos forêts étaient touchées. Si oui, allez-vous prendre des mesures spécifiques pour remédier à la situation, car il existe plusieurs solutions qui sont écologiques. Je pense entre autres aux mésanges, car on pourrait très bien imaginer, si c'est le cas, faire construire des nichoirs à mésanges par les écoles déodaciennes pour ensuite les installer. Bon, là, ça serait plutôt une solution à moyen long terme. Ou alors, il est aussi possible de vaporiser du savon noir. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller municipal. Alors, les forêts communales de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, il y a 2 sujets, en fait. Il y a comment traiter notre forêt communale et comment anticiper des situations sur l'ensemble du banc communal, y compris dans des forêts qui ne sont pas des forêts appartenant à la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, les forêts qui sont présentes sur notre banc communal, comme d'ailleurs dans notre forêt communale, sont des forêts dans lesquelles on trouve majoritairement des essences de résineux, même si dans le plan de boisement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui est déjà ancien et qui est révisé régulièrement, nous prônons effectivement le développement de la mixité en forêt. À l'époque où on était sur de la monoessence et plutôt sur de l'épicéa avec un objectif culturel et d'exploitation extrêmement intensif, cette époque est heureusement révolue. Et il faut vraiment ne plus aller vers cela. L'époque des coupes à blanc aussi est tout à fait révolue. On n'en a jamais pratiqué à Saint-Dié-des-Vosges depuis 6 ans. Et donc, si on regarde les essences de feuillus qui sont présentes dans ces forêts plus mixtes que les autres, on a rarement du chêne, un peu, mais rarement. C'est plutôt du hêtre, du charme, du frêne. Donc, globalement, la population de chêne, je dirais, à l'échelle de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, par rapport à ce qu'on peut observer, par exemple, dans la plaine ou dans le secteur d'Épinal, cette population est relativement réduite. Bon, c'est un premier élément. Du reste, si on entre tout à fait dans le détail, vous évoquiez le scolite, il frappe les épicéas plutôt que le sapin pectiné, puisque le sapin pectiné, lui, est affecté plutôt par la sécheresse et par le développement d'autres parasites. Et du reste, la dégradation des sapins pectinés en forêt est un point qui reste un point aveugle aujourd'hui de la politique de soutien aux exploitations forestières qui est menée par le gouvernement. Néanmoins, pour être tout à fait complet, on nous a signalé il y a à peine quelques jours la possible présence de chenilles processionnaires à Saint-Dié-des-Vosges dans un point relativement précis. Donc, j'ai demandé au service de vérifier cet élément et ensuite on prendra toute mesure nécessaire pour la santé publique dans lesquelles figurent les mesures que vous avez effectivement identifiées. Si ça n'est pas le cas, évidemment, j'en informerai le conseil municipal le moment venu. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et c'est un programme européen, on l'a dit, et c'est important de le rappeler. Le point suivant concerne l'acquisition d'une parcelle boisée située dans le massif du Camber, au lieu dit au Quenay. Je donne la parole à monsieur Patrick Zanquetta, adjoint délégué aux travaux fonciers et à la forêt. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Alors, il a été proposé à la ville de se porter acquéreur, dont on voit la parcelle, d'une parcelle boisée contiguë à des propriétés forestières communales dans le massif du Camber. La ville étant favorable à un accroissement de son domaine forestier, il est proposé de se porter acquéreur de la parcelle cadastrée CP numéro 55 d'une contenance de 87 arts 44 centiares au prix de 12 600 €. Monsieur le maire étant habilité à recevoir et authentifier les actes, il est précisé que cette vente se fera sous la forme d'un acte authentique en la forme administrative, permettant ainsi l'économie de frais supplémentaires. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 6 porte création d'une commission d'odonymie. C'est donc la commission qui s'occupe des noms de rues, de places et de lieux publics.
Nous vous proposons donc de créer cette commission. J'en nommerai les membres par arrêté. Pour le moment, on a un certain nombre de personnes qui se sont positionnées. Je crois Madame Claude Kiner, Monsieur Jean-Joël Piton, Madame Colette Dauphin, Madame Amélie Burger pour les élus. Monsieur Geoffrey Mouret nous dira s'il est intéressé. Et pour les personnalités extérieures, par principe, nous avons renouvelé les personnes qui étaient présentes, c'est-à-dire Monsieur Jean-Claude Fonbaron, Monsieur Philippe Collin et Monsieur Valérie Vincent, qui est un salarié de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui connaît particulièrement bien la trame viaire de notre ville. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Monsieur Mouret, allez-y. Monsieur le maire, j'aimerais dire que lorsqu'il s'agira de nommer une nouvelle rue, je vous propose de prendre le nom d'Arnaud Beltrame, qui est un héros de notre roman national, qui représente le courage et pourra servir de modèle pour notre jeunesse. D'autant plus que ça a du sens dans une ville comme la nôtre, qui est la ville de Jules Ferry. Merci, monsieur le conseiller municipal. C'est une proposition que vous pourrez faire, si vous le souhaitez, à la commission d'eudonomie. Vous souhaitez y siéger, peut-être? Bien entendu. D'accord. Je le note, non pas qu'on désigne les membres aujourd'hui, mais je les désignerai par arrêté, donc on en prend note. Simplement, pour partager un petit peu l'état des travaux de la commission précédente, puisque on l'avait créée en 2014, la commission avait pris la décision de définir des règles relativement précises pour les décisions qu'elle prenait. Dans ces décisions figurait le fait de choisir de préférence le nom de personnes qui avaient un lien avec Saint-Dié-des-Vosges ou qui s'y étaient rendues à un moment de leur vie. Et deuxième considération, enfin plutôt deux autres considérations, si possible de préférence des noms de femmes, je dis bien si possible, c'est pas toujours possible, mais si possible, parce que la présence des femmes dans la trame viaire d'une ville, c'est aussi une façon de montrer et de rendre évident toute la contribution qui a été la leur à l'histoire de notre pays et du monde, et qui est hélas trop souvent passée sous silence, y compris par les bons historiens. Et troisième considération, chacune n'étant pas nécessaire, mais étant plutôt des principes qui guident l'action, se dire aussi que, si possible, privilégier dans certains de nos choix les noms d'architectes. C'était un choix thématique qui avait été fait par la commission en considération de l'histoire particulière de l'architecture à Saint-Dié-des-Vosges et à quel point cette ville s'était réinventée de façon très régulière. Par exemple, quand le président Chirac est mort, le conseil municipal avait pris la décision, sous la mandature précédente, de nommer un espace public, on n'a d'ailleurs toujours pas choisi du nom de l'ancien président de la République, parce qu'il était venu à Saint-Dié-des-Vosges à plusieurs reprises, non pas en tant que chef de l'État, mais en tant que Premier ministre et en tant que président du Rassemblement pour la République. Et on avait à l'époque, dans la commission, on s'était mis d'accord sur le fait de ne pas forcément donner le nom d'un espace public au président Valéry Giscard d'Estaing le moment venu, on lui souhaite tous très longue vie, parce qu'on ne retrouvait pas trace de passage dans la ville du chef de l'État entre 1974 et 1981. Voilà. Ceci étant posé, c'est juste pour partager avec vous ce qui pourrait être la réaction de la commission et de tous les membres de la commission, puisque c'est des principes que nous avons arrêtés. Vous serez évidemment libre de faire cette proposition le moment venu, sachant que, bien sûr, chacun reconnaît le sacrifice éminent d'Arnaud Beltrame, comme celui d'un certain nombre des forces de l'ordre qui ont donné leur vie et qui ont été tués dans des événements terroristes au cours des 10 dernières années. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 7, je précise tout de suite que je proposerai au conseil municipal, pour des raisons techniques, de retirer le point numéro 9 de l'ordre du jour. On votera tout à l'heure. Le point numéro 7 concerne l'acquisition d'un bien immobilier 12 rue du Mondelet. Je donne la parole à M. Patrick Zanquetta, adjoint délégué aux travaux, aux fonciers et à la forêt. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. La ville est propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers au nombre de 8. Laurent, si tu peux nous mettre... Donc là, vous avez une vue d'ensemble des parcelles du Mondelet qui appartiennent à la ville.
Et ensuite, tu peux passer à la deuxième. Voilà, merci. Alors, la ville est propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers au nombre de 8, dans un îlot appelé Le Mondelet. Un projet d'aménagement de cet îlot avait été amorcé il y a plusieurs années, ayant ainsi amené la ville à se porter acquéreur de ces biens au fur et à mesure des opportunités. Un programme d'aménagement de cet îlot ne peut être envisagé sans disposer de l'ensemble des propriétés immobilières, compte tenu de la particularité architecturale de ces constructions qui sont toutes dos à dos et pour lesquelles il y a seulement un mur de refend qui les sépare. Une négociation amiable a permis d'aboutir à un accord concernant l'acquisition du bien situé 12 rue du Mondelet, cadastré section AT numéro 27, je pense que vous voyez tous le numéro 27, d'une contenance de 56 arts pour un montant de 15 000 € net vendeur. Voilà, monsieur le maire, je peux vous laisser aussi parler de toutes les autres acquisitions de la ville, ou si vous voulez, je peux continuer en parlant et donnant les dates et les montants. Simplement préciser, monsieur l'adjoint, que la politique d'acquisition de parcelles menée par la ville dans cette zone et qui vise à lutter contre l'habitat indigne, puisque ces logements sont très mal isolés, sont souvent assez obscurs. C'est une politique qui est menée de longue date, puisqu'elle a commencé en 2000, en 98 même, par plusieurs acquisitions menées sous d'autres maires, à l'époque de Robert Bernard, notamment entre 98 et 2001, 4 acquisitions, puis sous une mandature de Christian Pierret en 2007, et poursuivie donc en 2018, et aujourd'hui en 2020, du moins nous vous le proposons. Il restera à l'issue de ces acquisitions une parcelle, je crois, monsieur l'adjoint, à acquérir. Alors, il restera normalement la parcelle numéro 32 pour laquelle les personnes sont propriétaires, la parcelle numéro 31 qui est louée et où il faudra reloger la personne qui est à l'intérieur, et la parcelle numéro 30 qui appartient à une indivision, et nous sommes en ce moment en contact avec les impôts. Voilà, donc décidément un programme de longue date, et c'est aussi le propre de l'action municipale, quelquefois, de s'étendre sur plusieurs années. On voit que ce projet a commencé il y a 22 ans et que les négociations avancent pas à pas avec les propriétaires pour réduire cet îlot d'habitat dégradé. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, madame Agne-Burger, vous avez la parole, madame la conseillère municipale. Merci. Est-ce que le projet final est bien de démolir l'ensemble afin de végétaliser cet espace? Monsieur l'adjoint. Oui, le projet est de démolir l'ensemble, de façon à permettre d'avoir une zone qu'on puisse restructurer en fonction des futurs projets qu'on a dans ce quartier. Donc bien végétalisé. Excusez-moi. Si on y arrive au cours de ce mandat, oui. Si la reste des 2 autres parcelles évolue avec la même rapidité que ce qu'on a constaté, je ne peux pas m'engager pour ce qui se passera dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais au cours de ce mandat, oui, pour ce mandat, c'est de la végétalisation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte renonciation à une clause de résolution pour les bâtiments numérotés 7 à 11 de la rue Dauphine. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux fonciers à la forêt, vous avez à nouveau la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, la ville a cédé à la SARL Olympe, en date du 19 décembre 2011, l'ensemble immobilier situé du 7 au 11 rue Dauphine, c'est la partie de bâtiment qui est au-dessus de la poste, un promoteur qui projetait la création d'une résidence de service aux seniors. L'acte de vente signé contenait plusieurs clauses particulières, dont une qui offrait la possibilité à la ville de demander la résiliation de la vente, faute de réalisation de cette résidence.
Le propriétaire actuel, souhaitant aujourd'hui céder une portion de ses biens pour un projet différent, la ville doit donner son accord et intervenir à l'acte de cette nouvelle vente pour renoncer formellement à ce droit. C'est pourquoi, afin de ne pas entraver le nouveau dessin envisagé sur ce site, il est proposé de renoncer à la clause résolutoire sur les parcelles cadastrées section AC numéro 657, 658, 659, 663, 664 et 665 et d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à l'acte. Voilà, Monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Gagné, vous avez la parole, monsieur le conseiller municipal. Merci, monsieur le maire. Alors, l'ordre du jour indique un projet ambitieux est aujourd'hui à nouveau envisagé sur ce site. Est-ce que pouvons-nous, à ce jour, en savoir un peu plus sur ce projet ambitieux et l'avenir de cet ensemble immobilier? Il me semble que j'en avais parlé à la conférence des présidents, mais pour rappel, il s'agit de création de logements, notamment de logements étudiants par le propriétaire. C'est ça, hein, monsieur l'adjoint? Tout à fait. Des logements étudiants uniquement, avec un logement un peu plus grand pour un gardien sur le site. Sachant qu'il restera à l'arrière de ce bâtiment de la Poste un autre bâtiment qui appartient toujours au propriétaire. Et dont on souhaiterait, là aussi, c'est un conditionnel, hein, il n'est pas du tout certain que ça puisse se faire très rapidement, dont on souhaiterait que cette parcelle puisse être prêtée à l'arrière de la Poste, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très qualitative. Oui. Et surtout, monsieur le maire, je tiens à signaler que le bâtiment qui est à l'arrière est squatté en ce moment et que ça pose quelques petits soucis. Merci, monsieur l'adjoint, de cette précision. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vous ai proposé de retirer de l'ordre du jour le point numéro 9. Je fais passer au vote sur ce retrait pour des raisons techniques. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est donc retiré. Le point numéro 10 concerne la porte-désignation des membres de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Je donne la parole à Madame Marie-Claude Ancel, conseillère municipale déléguée chargée des seniors, du handicap et du logement. Vous avez la parole, Madame la conseillère municipale déléguée. Merci, Monsieur le maire. L'article L213 du Code général des collectivités territoriales impose la création dans toutes les communes de 5000 habitants et plus d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Le maire précise la commission et arrête la liste de ses membres. Présidée par le maire, cette commission est composée notamment des représentants de la ville, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission exerce 4 missions. Elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal. Elle fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Il est proposé de désigner 4 membres du conseil municipal pour siéger auprès du maire dans cette instance. En titulaire, M. Bruno Toussaint, Mme Marie-Claude Ancel, M. Patrick Zanquetta, M. Geoffrey Mouret. En suppléant,
Madame Roselyne Froment, Monsieur Nicolas Simon, Monsieur Nicolas Balland et Monsieur Romain Gagnier. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame la conseillère municipale déléguée. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, au foncier et à la forêt, vous avez à nouveau la parole. Merci, Monsieur le maire. La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé les obligations de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, ainsi que l'intégration des problématiques inhérentes aux différents types de handicap dans les politiques publiques et les projets d'aménagement. Cette loi prescrit une mise en accessibilité progressive du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics, prévoit la mise en œuvre d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, PAVE, P-A-V-E, afin de diagnostiquer la voirie au regard du respect de la chaîne de déplacement et des prescriptions relatives à l'accessibilité édictées dans la loi du 11 février 2005 et la mise en accessibilité du cadre bâti. Vous avez un tableau avec le montant des sommes qui n'est pas actualisé, puisque c'est un tableau qui a été fait en 2011. Ces sommes par rue sont classées par rue pour les travaux qui sont à réaliser dans chaque rue. Alors, il faut savoir que la commune, elle, a commencé dès son arrivée, dès qu'on faisait des travaux dans une rue bien spécifique, genre Bachelier, Revel, Côte-Callot, nous avons tout de suite mis en œuvre ces résolutions, à savoir les passages protégés, mettre les bandes podotactiles, les abaissés de trottoir, les faire sur 2 mètres au lieu d'1 mètre, comme c'est fait à certains endroits, parce que si vous le faites sur 1 mètre, les fauteuils roulants électriques ne peuvent pas monter ou alors descendre très rapidement. Ça, j'en avais discuté avec une personne qui était en fauteuil roulant. L'abord des feux tricolores, pareil, avec des signaux sonores et beaucoup d'autres éléments à mettre dans les travaux de chaussée et de réfection de voirie, notamment pour les arrêts de bus. Nous l'avons fait dans la rue Revel, surélever les arrêts de bus pour que le bus qui arrive sur l'arrêt soit à hauteur avec la sortie des passagers, mettre une bande guidage pour les personnes malvoyantes et ainsi de suite. Donc voilà, Monsieur le maire, ce que nous avons fait. Merci, Monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Monsieur Mouret, vous avez la parole, Monsieur le conseiller municipal. Merci, Monsieur le maire. Je regrette que la ville de Saint-Dié ait pris du retard dans ce domaine, mais ce n'est pas totalement de votre responsabilité parce qu'à votre décharge, Monsieur Pierret, socialiste qu'il était, votre prédécesseur, ne considérait peut-être pas ce domaine comme prioritaire. J'espère que la délibération que nous votons aujourd'hui sera un coup d'accélérateur pour l'accessibilité à Saint-Dié. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller municipal. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte constitution d'une servitude sur des parcelles à Kellermann au profit d'Enedis. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, aux fonciers, à la forêt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des travaux d'aménagement réalisés dans le quartier de Kellermann, on voit un plan sur lequel est tracée la zone où le câble souterrain est enterré. Dans le cadre d'aménagement réalisé dans le quartier de Kellermann, les travaux d'enfouissement de lignes électriques ont été initiés par Enedis sur les parcelles appartenant à la commune en vertu d'une convention signée sous. Il convient de formaliser des droits ainsi conférés à Enedis au travers d'un acte authentique destiné à être publié
au service de la publicité foncière. L'instauration de cette servitude a pour objet l'installation d'une ligne électrique souterraine. La servitude ainsi constituée grèvera les parcelles cadastrées section AT 227, 223, 230 et 221 appartenant à la commune au profit d'Enedis. À titre de compensation forfaitaire et définitive, la société Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié la somme de 910 € et les frais d'acte sont à la charge d'Enedis. Il faut savoir que si nous avons pris la décision de passer dans la partie RB, c'est parce que le premier projet faisait qu'il nous découpait le trottoir et comme l'enrobé est quand même relativement correct dans cette zone, on a préféré passer dans la partie RB. Voilà, monsieur le maire. Donc on est, pour préciser, parce que c'est en petit pour le public, on est donc dans la partie de Kellermann qui est située la plus au sud, le long de la rue d'Alsace, dans ce qu'on appelle les provinces, à Saint-Dié-des-Vosges, pour préciser où nous nous situons. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte attribution de chèques cadeaux pour les bacheliers déodaciens ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat. C'est d'actualité. Je donne la parole à Madame Bourissec, adjointe déléguée à l'éducation. Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Merci, Monsieur le maire. Depuis de nombreuses années, la ville de Saint-Dié-des-Vosges valorise le mérite des bacheliers déodaciens ayant obtenu la mention très bien, en leur offrant des chèques cadeaux. Pour recevoir ces chèques cadeaux, les jeunes bacheliers doivent être déodaciens, être scolarisés dans un établissement déodacien, avoir obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel avec mention très bien. Cette année, 13 déodaciens ont obtenu une mention très bien. Ils recevront 100 € en chèque lire. Les chèques lire sont valables 2 ans et utilisables la plupart dans des librairies de points et points presse en France. Voilà, monsieur le maire. Merci, Madame l'adjointe au maire. Concrètement, à Saint-Dié-des-Vosges, donc ces chèques de 100 € à chaque bachelier mention très bien pourront être utilisés, je crois, dans 2 lieux. La librairie indépendante située quai Leclerc et je crois dans la section culturelle d'un hypermarché bien connu. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur le conseiller municipal Geoffrey Mouret, vous avez la parole. Je vous propose d'élargir un petit peu cette mesure en attribuant aussi un chèque cadeau d'une valeur de 80 € aux mentions bien, puisqu'à mon sens, ça fait aussi partie de la méritocratie. Même si je regrette que le bac ait été dévalorisé en raison des décisions prises par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui fait que le taux de réussite est anormalement très élevé. En revanche, pour revenir à ces chèques, j'y suis très favorable, car ça participera entre autres en partie à la relance économique des commerces de la ville. Merci, monsieur le conseiller municipal. Alors, il se trouve qu'on en a parlé en réunion de majorité il y a quelques jours, comme on le fait à chaque fois avant de préparer un conseil municipal. On a considéré qu'il fallait mettre cette question à l'étude, même si je crois me souvenir qu'on était relativement partagé sur le sujet au sein de la majorité. Sujet à l'étude parce que cette année, c'est peut-être pas la meilleure année compte tenu des circonstances un peu singulières de passage du baccalauréat pour élargir cette destination. Et donc, on vous propose d'en redébattre peut-être au sein de la Caisse des écoles ou de la commission éducation pour l'année prochaine plutôt que cette année. L'année prochaine, on aura évidemment la réforme du baccalauréat qui s'appliquera de plein droit à Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs, en France, mais au moins on sera sur une situation, en tout cas on peut le souhaiter, stabilisée par rapport à cette année-ci, où il serait sans doute un petit peu téméraire de changer complètement le système, sachant que le baccalauréat 2020 sera vraiment très singulier et seulement comparable peut-être au baccalauréat 68. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, on peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
C'est donc adopté à l'unanimité et on félicite bien sûr tous les jeunes déodaciennes et déodaciens qui ont obtenu cette belle mention, et d'ailleurs tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat avec mention, et d'ailleurs tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat. Le point suivant concerne l'attribution de subventions aux associations. Je donne la parole à monsieur Moustapha Guglu, adjoint délégué à la transition numérique, à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Donc, il est proposé d'attribuer sur les crédits réservés au budget primitif 2020 des subventions pour participer aux dépenses de fonctionnement des associations. Ici, il faut distinguer deux types de subventions, c'est-à-dire il y a la location de salles en 2019 pour les maisons de quartier. C'est la ville qui perçoit donc, ces montants-là. Il y a le club de Marzelais d'un montant de 1600. Le club de Marzelais, Soulabure, le Villet, le Cambert, les Molières, Robache. Le club de Marzelais, donc la subvention sera de 1666 €. Soulabure, le Villet, 48 €. Le Cambert, 1827 €. Les Molières, Robache, 268 €. Sur ces subventions-là, on déduit donc les frais de fonctionnement, les fluides et aussi l'usure des appareils utilisés. Voilà. Et la deuxième partie, c'est les associations donc, qui avaient émis une demande de subvention en 2019, le dossier n'étant pas complet, donc n'ayant pas eu de conseil municipal récemment, dû au Covid. Donc l'association des parents d'élèves de Marzelais, on attribue 200 € et l'association Société des Amis des médiathèques et du musée Pierre-Noël, 1300 €. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire. Je précise que pour ce qui concerne la Société des Amis des médiathèques et du musée Pierre-Noël, évidemment, cette subvention devra être transférée l'année prochaine à la communauté d'agglomération, puisque ni la médiathèque ni le musée ne sont plus de compétence de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Mouret, vous avez la parole, monsieur le conseiller municipal. Je suis tout à fait favorable à cette délibération. Nous devons soutenir les associations puisqu'elles participent à la vie de la commune. Néanmoins, je n'approuverai jamais que des associations politisées qui soutiennent l'immigration massive et qui en font la promotion reçoivent des aides communales, y compris en nature, telles que des mises à disposition immobilières. Merci, monsieur le conseiller municipal. Je pense que ça n'a pas de rapport direct avec l'objet social des associations dont on parle aujourd'hui, ou alors vous m'apprenez des choses, je vais tomber de la chaise, mais voilà. Et par ailleurs, je pense qu'on a déjà eu l'occasion de parler là-dessus. On aura peut-être d'autres débats, mais la tradition d'accueil de la ville de Saint-Dié-des-Vosges doit être respectée dans le cadre légal, mais elle doit être respectée, et j'invite chacun ici à la respecter dans le respect des valeurs de la République. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne un avis du conseil municipal sur un projet d'arrêté instituant une servitude d'utilité publique sur un ancien site industriel rue Sébastien Lair dans la zone dite de la Vaxenaire. C'est moi qui situe. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux fonciers à la forêt, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Par courrier en date du 27 mai 2020, monsieur le préfet attire l'attention de monsieur le maire sur l'ancien site industriel, précision composant industriel, installé rue Sébastien Lair, à Saint-Dié-des-Vosges, dans une partie de l'immeuble section AT, parcelle 337. Là, sur la photo, nous voyons l'immeuble complet, parcelle 337, et la deuxième vue précise la partie qui est concernée. Monsieur le préfet a en effet été destinataire, le 14 mai 2020, d'un rapport de l'inspection des installations classées faisant état du confinement sous dalle, sous une dalle béton, d'une pollution aux hydrocarbures, métaux lourds et de la présence d'ouvrages de surveillance nécessitant que soient instaurées par voie d'arrêté préfectoral des servitudes d'utilité publique, SUP, sur la parcelle concernée. Les servitudes d'utilité publique ont des limitations du droit de propriété et d'usage du sol qui s'imposent aux propriétaires des terrains
concernées et aux autorités locales lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Les servitudes envisagées prévoient des prescriptions d'ordre général sur la parcelle 337 et des prescriptions particulières sur une zone de 2560 m² que vous voyez en orange sur le plan, impactée par la pollution confinée, ainsi que sur les ouvrages de surveillance installés, piézomètres. Elles formaliseront les limites d'utilisation des terrains et les rattachant de façon durable à la parcelle concernée, permettront ainsi de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. En vertu des dispositions de l'article L. 515-12, la procédure avec enquête publique n'étant pas retenue dans ce dossier, les servitudes envisagées ne concernent qu'un seul propriétaire, la société Inteva, 8 rue Sébastien Lair, 88 100 Saint-Dié-des-Vosges. L'avis écrit du propriétaire et celui du conseil municipal de la commune d'implantation du site concerné sont sollicités. Article R. 515-31-2 du Code de l'environnement. Voilà, Monsieur le maire, ce n'est qu'un avis. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte désignation des membres extérieurs de la Commission consultative des services publics locaux. Je donne la parole à Monsieur Jean-Marie Vandercher, adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale. Vous avez la parole, Monsieur l'adjoint au maire. Merci, Monsieur le maire. Donc, désignation des membres extérieurs de la Commission consultative des services publics locaux. L'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales impose la création dans les communes de plus de 10 000 habitants d'une commission consultative des services publics locaux. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants du conseil municipal et des représentants d'associations nommés par l'organisme délibérant. Elle est présidée par le maire ou son représentant. Lors du conseil municipal du 5 juin 2020, au point 18, nous avons mis en place les représentants élus. Je vous propose donc cette fois la liste des membres de la société civile, représentants d'associations locales nommés par l'organe délivrant. Donc, sont proposés sur cette liste M. Maxime Boden, Mme Catherine Viry, M. Jacques Holman, M. Thierry François, M. Robert Legrand, M. Michel Santeramo, Mme Fernande Seyler, Mme Maryse Dard, Mme Sophie Tesch, Mme Solange Cunin, Mme Nathalie Meurant et M. Teddy Marie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je précise que les listes ont évidemment été élaborées en discussion avec l'opposition municipale. S'il n'y a pas de demande, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant porte désignation des membres extérieurs de la commission communale des impôts directs. Je donne la parole de nouveau à M. Jean-Marie Vandercher, adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Par délibération, donc en date du 5 juin 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation de 16 représentants de la ville à la commission des impôts directs. Il est proposé au conseil municipal de désigner les 16 représentants extérieurs inscrits au rôle des impositions directes locales. Donc, proposition. Donc, monsieur Maxime Boden, madame Catherine Viry, monsieur Jacques Holman, monsieur Robert Legrand, monsieur Michel Santeramo, madame Fernande Seller, madame Maryse Dard, madame Sophie Tesch, madame Solange Cunin, madame Monique Antoine, madame Marie-Josée Ludwig, madame Dominique Valence, madame Jacqueline Thirion,
Monsieur Jean-Louis Didier, Madame Nilo de Bastiani et Monsieur Teddy Marie. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dans la délibération suivante, il y a évidemment une erreur puisqu'il est parlé de l'Office municipal des sports et les deux titulaires dont il est question, ce sont les titulaires au comité directeur. Il n'y en aura que deux. C'est ce qui est prévu par les statuts. Or, on aurait dû prévoir de désigner en même temps les membres du conseil municipal qui siègent tout simplement à l'Office municipal des sports. Donc, on n'abordera pas cette délibération aujourd'hui. On va donc délibérer sur des modifications qui concernent les établissements scolaires. Donc, pour l'établissement Paul Elbel, de désigner comme titulaire M. Jean-Joël Piton et comme suppléant M. Pierre Janel. Pour les conseils d'établissement des collèges et lycées, de désigner au lycée Jean-Baptiste Jacques-Augustin M. Nicolas Balland et M. Alex Comadina, avec comme suppléant M. Issam Benouada et Mme Michelina Satzman. Et au lycée Jules Ferry, comme titulaire, M. Jean-Marie Vandercher, M. Pierre Janel, et comme suppléant, M. Patrick Vouriot et M. Nicolas Balland. Pour ce qui est du comité de gestion du centre social Lucie Aubrac, nous vous proposons donc de désigner M. Jean-François Bruel, M. Issam Benouada et M. Bruno Toussaint, Mme Françoise Legrand et M. Adrien Gomis. Pour ce qui est de la commission locale consultative des transports publics locaux, il n'y a qu'un seul titulaire et un suppléant. Nous vous proposons de désigner M. Bruno Toussaint et comme suppléant M. Patrick Zanquetta. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je vais donc faire voter d'abord sur la modification de la délibération en retirant l'Office municipal des sports. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Une abstention. Et de nouveau sur la délibération donc dans sa nouvelle forme. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant à l'ordre du jour porte modification de la désignation des membres de la Caisse des écoles. Je donne la parole à Mme Bourissec, adjointe déléguée à l'éducation. Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Merci, Monsieur le maire. Comme évoqué lors du conseil municipal du 5 juin 2020 et conformément au règlement intérieur de la Caisse des écoles, il convient de désigner 7 conseillers municipaux pour siéger au comité de la Caisse des écoles. Lors de ce conseil municipal, par délibération numéro 15, M. Patrick Vouriot avait été désigné en tant que titulaire au sein du comité de la Caisse des écoles. Il convient de le remplacer par Mme Colette Dauphin. Mme Claude Tiner avait été désignée en tant que suppléante. Il convient de la remplacer par M. Jean-François Bruel. Mme Marie-Claude Ancel avait été désignée en tant que suppléante. Il convient de la remplacer par M. Moustapha Dublé. Il est demandé au conseil municipal de voter pour la désignation de ces nouveaux titulaires et suppléants. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame l'adjointe au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. C'est adopté donc à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point suivant concerne la modification de la désignation des administrateurs au Centre communal d'action sociale. Je donne la parole à Monsieur le premier adjoint. Vous avez la parole, Monsieur le premier adjoint. Merci, Monsieur le maire. Lors du dernier conseil municipal du 5 juin 2020, les 8 représentants donc, de ce conseil municipal ont été élus au scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste. Aujourd'hui, Monsieur le maire propose de remplacer Monsieur Alex Comadina par Madame Françoise Legrand. Donc la liste proposée est donc la suivante: Monsieur Bruno Toussaint, Madame Marie-Claude Ancel, Madame Roselyne Froment, Madame Michelina Sassman, Monsieur Patrick Vouriot, Madame Françoise Legrand, Monsieur Adrien Gomis, Monsieur Geoffrey Mouret. Voilà, Monsieur le maire. Petite information, le 20 juillet à 17h aura lieu le premier conseil d'administration. Vous recevrez les convocations dès lundi. Merci beaucoup, Monsieur le premier adjoint délégué aux solidarités, à la sécurité et au quartier village. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Évidemment, lors de cette première séance du conseil d'administration, je proposerai votre élection comme vice-président du Centre communal d'action sociale.
Le point suivant concerne la mise à disposition d'un personnel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges au profit de l'amicale culturelle, sociale et sportive du personnel communal. Je donne la parole à M. Jean-Marie Vondercher, adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Donc, dans un souci de renouvellement et de bonne organisation des services, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a décidé de mettre un agent communal à disposition de l'amicale culturelle, sociale et sportive du personnel communal pour assurer les missions de responsable administratif. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, donc 3 abstentions. Voilà, celle du premier adjoint, parce que son épouse est concernée. Elle l'était avant, bien sûr, qu'on arrive à la ville de Saint-Dié. Le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs. Je donne la parole à monsieur Jean-Marie Vondercher, adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Donc, afin de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel communal, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la création, dans la filière administrative, un poste de rédacteur principal deuxième classe de 35 heures suite au recrutement de chargés de conseils municipaux. Un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, 35 heures, au vu de la CAP. Et un poste de rédacteur principal de deuxième classe, 35 heures, toujours au vu de la CAP, la commission administrative paritaire. Un poste de rédacteur principal de deuxième classe, 35 heures, au vu de la CAP. Dans la filière technique, 13 postes d'adjoint technique principal première classe, 35 heures, en vue de la CAP. 6 postes d'agent de maîtrise principal à 35 heures en vue de la CAP. Dans la filière sportive, un poste opérateur des APS principal à 35 heures, toujours pareil en vue de la CAP. Et dans la filière médico-sociale, un poste d'agent social principal de première classe à 35 heures en vue de la CAP. Dans la filière animation, un poste d'animation à 35 heures en vue du changement de filière. Donc, vous avez joint les différents tableaux. Donc, ça ne concerne pas d'augmentation d'effectifs dans les différents éléments. C'est simplement un basculement de différents postes de façon à finaliser les différents accords passés au niveau des avancements et des avancements des différents agents. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte création d'une prime exceptionnelle Covid-19 au bénéfice des salariés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 16 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 1, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 88 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 84, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu la loi numéro 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, notamment son article 11, vu le décret numéro 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité de services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant
que conformément à l'article 8 du décret du 2020-570, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par le texte suscité, les modalités d'attribution de la prime Covid, considérant que conformément à l'article 3 du décret 2020-578, cette prime peut être versée au personnel pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujets... Monsieur l'adjoint, je propose que vous nous expliquiez tout de suite ce sur quoi porte la délibération, parce que si vous lisez tous les attendus, on n'en est pas sorti. Alors, dites-nous concrètement ce qu'on va décider aujourd'hui. La création d'une prime de 15 € par jour, pour qui? Donc, la création d'une prime de 15 € par jour, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les agents de droit privé, quel que soit le service particulier mobilisé. Le montant de cette prime exceptionnelle est attribué aux agents qui ont donc été particulièrement mobilisés pour assurer la continuité des services publics face à l'épidémie du Covid-19 et conduisant à un surcroît d'activité entre le 19 mars et le 11 mai 2020. Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 15 € par jour travaillé, conduisant à un surcroît d'activité. Et le mode de versement, cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en septembre 2020. Merci, monsieur l'adjoint. C'est donc à partir du 17 mars. Je précise que, évidemment, je vous ai un petit peu pressé, mais c'est parce que le fait de lire de façon littérale donne l'impression que vous récitez. Or, vous connaissez parfaitement le dossier, puisque vous avez présidé tout seul comme un grand le comité technique cet après-midi, qui a pris cette décision, et c'était votre premier comité technique, et paraît-il, ça s'est très bien passé. Donc, quand ça se passe bien, on montre qu'on est à l'aise, et qu'on connaît très bien ces sujets, comme vous les connaissez déjà très bien. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons dresser au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le dernier point à l'ordre du jour porte donc sur les questions diverses. Il y a une question qui a été déposée sur table par M. Gagné. Je vais lui donner la parole tout de suite, simplement en précisant, monsieur le conseiller municipal, que la règle, c'est dans une question de ne poser qu'une question. Là, il y en avait 3 dans une seule question. Donc, pour des raisons de forme et des raisons pratiques, je vous invite la prochaine fois à ne poser qu'une seule question dans votre question. Vous inquiétez pas, on prépare très sérieusement les réponses. Donc, en général, elles sont assez complètes pour faire face à tous les sujets qui sont abordés. Monsieur le conseiller municipal Romain Gagné, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs problématiques liées aux déplacements relevés et communiqués par les riverains avenue de la Fontenelle. En effet, suite à plusieurs plaintes pour vitesse excessive fréquente d'automobilistes dans cette rue, un aménagement a été mis en place par traçage au sol de chicanes dans un premier temps, puis par la mise en place de blocs en plastique quelques jours plus tard. Aujourd'hui, certains riverains s'interrogent et ne comprennent pas car cet aménagement n'est pas efficace. Les chicanes sont placées en début et fin de rue, n'empêchant pas ceux qui roulaient trop vite de le faire encore. Et la seconde chicane en fin de rue étant en plus très ouverte, ce qui permet de ne quasiment pas ralentir. De plus, cet aménagement gêne la circulation, notamment celle des camionnettes et camions poubelles qui ne peuvent passer que par des manœuvres hasardeuses au niveau de la première chicane. À cet endroit, les blocs ont d'ailleurs dû être déplacés. Nous proposons plutôt des chicanes à 1/3 et 2/3 de la rue, plus étudiées, permettant la facilité de passage des gros véhicules, mais également le ralentissement obligé des automobilistes. D'autre part, une piste cyclable a été tracée dans cette rue. Nous nous interrogeons sur l'utilité de ce traçage à cet endroit, en sachant qu'un sondage a été mené sur l'utilisation du vélo à Saint-Dié-des-Vosges par l'association L'Engrenage, et qu'un plan global des rues où les pistes cyclables devraient être implantées en priorité a été établi. Dans ce plan, l'avenue de la Fontenelle, comme la rue des Folmars où une piste a également été tracée, ne figurent pas comme des aménagements cyclistes prioritaires. Et pour finir, toujours avenue de la Fontenelle, les piétons ne savent plus où se placer afin de marcher en toute sécurité car des voitures se garent entre les tilleuls qui bordent la chaussée. Monsieur le maire, comment prévoyez-vous l'aménagement de cette rue prochainement? Avez-vous étudié un autre aménagement plus pratique, plus sûr et surtout plus efficace? Pour trouver des solutions à l'aménagement de cette rue, nous vous proposons de consulter directement les riverains qui, eux, ont sans doute déjà réfléchi à des solutions. Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal. Je donne la parole à monsieur l'adjoint délégué aux travaux fonciers à la forêt qui va vous expliquer qu'il a déjà rencontré très nombreux riverains, comme moi d'ailleurs,
pour les aménagements de cette rue. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais me faire un plaisir de répondre gentiment. C'est la première question et moi, ce n'est pas la première réponse. L'aménagement de l'avenue de la Fontenelle nous a été demandé à plusieurs reprises, et notamment par une pétition des enfants du quartier qui se sont adressés à monsieur le maire en lui demandant de faire en sorte que la vitesse soit réduite dans cette rue. Monsieur le maire et moi-même, nous nous sommes rendus dans le quartier à la rencontre de ces jeunes et avons échangé pendant plus d'une heure sur ce qu'ils souhaitaient des parents, sur ce qu'ils souhaitaient. Des parents étaient également présents et ont participé à la discussion. Avec le bureau d'études, la police municipale, l'adjoint à la sécurité et tranquillité, mon collègue Bruno Toussaint, nous avons étudié plusieurs solutions, fait des bancs, puis retourné sur place à plusieurs reprises, avant traçage et après traçage. La mise en place de ces éléments pour ralentir est toujours provisoire, dans l'attente de réaction des habitants du quartier. Le jour de la mise en place, un automobiliste a accéléré vers nous à 2 reprises, une fois à l'aller et une fois au retour. Bruno a failli être fauché. Suite à des demandes de riverains, nous sommes une nouvelle fois retournés sur place, ainsi qu'à la demande d'une conseillère municipale, pour déplacer une chicane qui était devant chez eux et l'empêchait de se garer sur le domaine public. Une deuxième pour écarter les chicanes, ce pourquoi vous avez vu le traçage plus large que la pose des chicanes. C'est pourquoi le traçage ne correspondait pas à la mise en place. Nous avons peur de ne pouvoir passer, nous a dit cette dame. Nous avons élagué les arbres de chaque côté de la rue pour permettre un stationnement plus facile, et cela se remarque. Pour le camion de ramassage des Molocs au bout de la rue, nous avons eu une réunion avec la société CITA, son directeur, ainsi que le chauffeur chargé de ce ramassage. D'ailleurs, le jour où il est arrivé dans cette rue, il a tapé l'arbre de droite et l'arbre de gauche, tellement il arrivait vite. Il a été demandé de rouler à 20 km/h au chauffeur de la société. Les bennes utilisées sont les plus importantes, 30 mètres cubes. Je tiens à votre disposition un mail de la société CITA qui demande à ses chauffeurs de rouler à 20 km/h. Vous nous parlez de l'association L'Engrenage que nous connaissons très bien et vous vous appuyez sur leurs documents pour porter un jugement quant à la priorité de mise en place des pistes cyclables. Je vous rappelle que celles implantées rue des Folmars l'ont été en raison d'un nombre important d'accidents et c'était une des solutions pour réduire la largeur de la chaussée et la vitesse. Je pense que cela fonctionne plutôt bien. Vous nous parlez des piétons, mais où passait-il avant? Cela ne semblait préoccuper personne. Je passe souvent par cette rue, j'habite à la Vignerie. Je vois des cyclistes sur la piste cyclable, ainsi que des enfants qui l'empruntent. Les questions sont toujours faciles, mais les réponses ou solutions bien plus compliquées. Comment faire pour aménager une avenue bordée de 2 rangées d'arbres, d'une voirie d'une largeur de 7 mètres? Nous sommes toujours dans la réflexion pour améliorer le système en place. Mais quoi que l'on fasse, il y aura toujours des insatisfaits. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Je précise que, évidemment, les analyses de l'association L'Engrenage sont des aides à la décision, mais les priorités sont décidées par le conseil municipal et que c'est bien le conseil qui, à chaque fois qu'il fait un aménagement de voirie, essaye, dans la mesure du possible, de créer une piste cyclable. Et monsieur l'adjoint, à juste titre, a insisté sur le caractère provisoire. C'est d'ailleurs ce qui avait été annoncé quand on a présenté l'ensemble des mesures qui ont été prises. Avenue Jean Jaurès à Kellermann, voie des Hyères dans le quartier de la Bolle, où on a déjà déplacé des ralentisseurs, et dans d'autres rues, sur le caractère provisoire de ces aménagements. Enfin, monsieur l'adjoint, vous avez dit que vous habitez à la Vignerie, vous n'êtes pas tout à fait comme Cadet-Roussel, vous n'avez pas autant de maisons, mais vous êtes entre Marzelais et la Vignerie, et vous restez un bon connaisseur du quartier de Marzelais.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour, et il n'y en a pas, l'ordre du jour est considéré comme échu. Je vous remercie tous de votre participation. Je vous indique, avant la grande dispersion estivale, qu'il est prévu, si nous avons un ordre du jour suffisant, je dis bien si, que nous nous réunissions le vendredi 28 août en formation plénière du conseil municipal, le vendredi 28 août, sous réserve, encore une fois, d'avoir un ordre du jour suffisant. Si ça n'est pas le cas, nous nous retrouverons fin septembre. Merci à tous, bonne soirée.